Alors nous voici à bord de la Civic de 8e génération. Donc chez Honda, en fait la Civic c'est un modèle qui est très important. Elle a été produite pendant 50 ans. Enfin je dis elle a été au passé, mais en fin de compte voilà, elle est toujours d'actualité bien sûr. Donc en 50 ans, donc c'est un modèle qui a eu le temps d'évoluer. Lorsqu'elle est sortie, donc c'était en 1972, Honda a décidé de faire un petit véhicule plutôt voilà, abordable pour tout le monde, et l'objectif c'était de faire un véhicule fiable et très économique, ce qui était un petit peu étrange encore à cette époque, parce que l'économie, bon, en termes de consommation, d'entretien, de pollution et tout ça, c'était pas forcément ce qui était le plus vendeur à cette époque-là. Donc voilà, mais elle a toujours tenu cette ligne de conduite. Donc là, on est sur un modèle de 8e génération. Donc en l'occurrence, là, cette version-là, elle a été produite de 2006 jusqu'à 2012. Et elle a été après restylée plutôt, enfin on dit que c'est la Civic 9 hein, de 9e génération, mais elles sont proches, elles sont relativement proches au niveau des lignes, au niveau des formes. La Civic 8, elle a été importante dans la production, en tout cas en France, pour Honda, parce que pendant de nombreuses années, les japonaises n'ont pas vraiment percé sur le marché français, puisque c'était les coupes importées en fait du Japon, et qui sont pas du tout vraiment en concordance avec le style des voitures un peu plus européennes. Et donc là en fait, pour essayer de prendre un peu plus de part de marché, Honda a décidé de mettre une usine de production en Angleterre pour concevoir et s'adapter un petit peu au style, faire une étude de style déjà du marché européen directement sur place en fin de compte. Et ils ont produit cette 8e génération. Alors ce qu'on a tendance à oublier, ou ce que certains ne savent pas trop, c'est que cette 8e génération, elle a eu beaucoup de succès à son lancement. Elle a été en finale sur le prix mondial de la voiture de l'année dans la catégorie du design, de l'audace, du design, de l'innovation esthétique, etc. Voilà, donc elle a été quand même très très bien située au niveau international. Après, voilà, c'est du design, donc on aime ou on n'aime pas, mais en attendant, voilà, ça a été, elle a fait parler d'elle dès sa sortie d'usine. Après, par contre, pour une partie plus technique, le nouveau moteur diesel qui est sorti pour cette Civic 8, donc là le 2 litres 2 iCDTI qui développe 140 chevaux, à sa sortie donc dans la même année, pour le lancement en 2006, il a été élu meilleur moteur international de l'année. Voilà. Donc il y avait déjà un certain palmarès en fait pour cette voiture qui à son lancement pour la 8e génération. Et d'ailleurs, elle a été complètement revue, elle n'a rien à voir avec la version, on va dire, la 7e, qui est une version japonaise en fait, qu'on peut trouver dans nos rues et qu'on peut trouver en occasion, mais qui n'a rien à voir avec celle-ci. Celle-ci est plus basse, elle est plus spacieuse, elle est plus familiale, voilà, elle est plus moderne, elle est plus, comment dire, futuriste hein, dans son aspect, etc. Donc voilà, elle a été complètement revue et elle n'a plus rien à voir avec le reste de la production. Donc si on fait un petit point, là, comme je vous ai dit, on est sur la période de 2006, voilà, à son entrée un petit peu sur le marché. Donc en 2006, si on fait un petit peu le point, c'est un moteur de 140 chevaux en 1,8 litre, atmosphérique. Donc la concurrence qui se dessine, on a une BMW 118i, on a une Audi A3 2 litres FSI qui fait 150 chevaux, on a l'Alfa 147 en 2 litres Twin Spark, et on a les Mégane, Renault Mégane 16 soupapes, 2 litres, etc. Voilà. Donc la concurrence se dessine principalement avec des 2 litres.
grosso modo, hormis effectivement BMW qui est en 1.8, mais qui à l'époque de la sortie ne développe que 128 chevaux. Donc l'avantage en fait de la Civic, eh ben, c'est de développer toujours voilà, un véhicule qui associe un bon compromis entre la performance et l'économie. Alors l'économie au sens large du terme, là la concurrence au niveau économique, si on parle uniquement au niveau économique, on est supérieur à ce que pouvait proposer à cette époque la concurrence. Alors je parle d'économie, pas uniquement de la consommation de carburant, mais aussi de l'usage. On est sur un véhicule qui a, vous avez compris, une génération qui date de 1972, qui est toujours modifiée, tout ça, les moteurs atmosphériques VTEC sont maîtrisés depuis très très longtemps. Donc la fiabilité, elle est exemplaire. C'est un moteur qui est très très facile d'entretien, très économique, qui ne consomme pas d'huile, voilà, qui est en chaîne de distribution. Voilà. Donc l'entretien est très très simpliste, voilà, et très peu onéreux. Voilà. Il n'y a pas de question de se dire est-ce qu'on trouve les pièces ou quoi que ce soit, puisque de toute façon il n'y a rien qui claque. Donc il n'y a pas de problème. Donc le véhicule en son entretien, il est incroyablement économique. La consommation, c'est un e-VTEC. Voilà, ça fait 50 ans que Honda fait en sorte de produire des véhicules, des motorisations atmosphériques et économiques, peu énergivores. Donc on est sur des consommations qui sont tout à fait raisonnables, tout en ne pénalisant pas non plus, en n'ayant pas un véhicule qui soit complètement mou et vide de coffre. Voilà, on est sur un véhicule, là en l'occurrence c'est un 1,8 litre. À l'époque, la concurrence principalement était en 2 litres de cylindrée, et on obtient des performances qui sont tout à fait similaires, voire légèrement supérieures par rapport à certains modèles, avec une motorisation, une cylindrée plus réduite, et des fois un couple aussi un peu plus réduit. La position de conduite, on est sur une position qui est presque sportive. On est assez bas, mais voilà, certains qui apprécient par exemple la conduite, la position de conduite typée un peu BMW, on n'y est pas encore tout à fait, parce que pour les grands gabarits, on n'a pas les jambes suffisamment allongées pour avoir une vraie position de conduite sportive. Et il manque pas grand chose, hein, mais voilà, c'est le seul point que j'ai vraiment à noter. Après, cela dit, au niveau du siège, on est plutôt pas mal. Ils sont très enveloppants sur les côtés, au niveau des côtes. Voilà, ils remontent très très bien. L'assise remonte pas vraiment au niveau des cuisses, ça c'est un petit peu dommage. Mais voilà, pour les grands gabarits, étant donné qu'on ne peut pas forcément allonger les jambes et qu'on a les jambes un peu repliées, à la limite c'est pas plus mal. J'imagine que les grands gabarits, pour eux, ça va plutôt être quelque chose de confortable. Donc voilà. Après, au niveau de la visibilité, sur cette voiture, vous vous en doutez déjà, avec la ligne extérieure, la visibilité, elle est pas exceptionnelle au niveau de l'arrière. Au niveau de l'avant, il n'y a rien à redire. On a la vitre sur les côtés, là, gauche et droite, qui est vraiment très très grande. Voilà. Même on a l'impression d'avoir une vitre de coupé quasiment. Elle est très très longue et suffisamment haute. On a une belle visibilité. Le pare-brise, bon, voilà, il n'y a pas de choses à noter particulier. Par contre, effectivement, sur la lunette arrière, bon, bah, on voit pas grand chose, hein. C'est très très plat. On a comme un petit peu l'aileron, vous savez, la bosse qui fait ça à un moment donné là sur le coffre. Voilà, on a ce côté en fait qui forme un aileron et qui coupe la lunette en deux. Alors c'est simple, ça a une utilité mine de rien, c'est que sous cette lunette, l'avantage c'est quand on vous suit de pleine nuit, en fait, les pleins phares, vous n'êtes pas gêné avec les pleins phares parce que en fait ils sont dans l'aileron.
ils sont dans l'épaisseur de l'aileron. Et si en général vous voyez les feux sous l'aileron, ça veut dire que la personne qui est derrière vous colle au cul. Donc voilà, bon, c'est la petite particularité qu'on peut signaler. Au niveau de l'ergonomie des commandes, alors on voit bien que tout est tourné vers le conducteur. Il est vrai qu'au début, quand on arrive dans cette voiture, on est un petit peu paumé parce qu'on n'a pas de repère. Ça ressemble à aucune autre voiture, donc on sait plus. On se dit, elle est où la clim là-dedans? Voilà. En fait, ça ressemble à aucun autre tableau de bord. Donc il faut prendre un peu, un petit peu de temps pour essayer de se repérer un petit peu et puis trouver les positions. Et en fin de compte, bah, on se rend compte que c'est super simple d'utilisation et que finalement c'est assez intuitif parce que tout est au bout des doigts, entre guillemets, vraiment au bout des doigts du conducteur, quoi. Voilà, tout est globalement sur le volant, on n'a besoin de rien d'autre si ce n'est le chauffage qui est ici, les deux positions de chauffage, mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Après le reste, voilà, c'est tout ce qui est autoradio et tout ça. De toute façon, vous avez tout sous les pouces. Voilà. Et si finalement, en fait, c'est très épuré quand on regarde ça, hormis le chauffage qui est ici, le reste, vous avez tout sur le volant. Donc, il n'y a plus rien, en fait, quasiment. Donc, voilà, il y a le design. Donc, l'ergonomie, bon, bah, ça plaît ou ça plaît pas. Ça, évidemment, c'est chacun son opinion. Après, au niveau de l'ambiance, on se retrouve dans quelque chose qui est quand même... qui est quand même assez agréable. C'est-à-dire qu'on voit bien les formes du tableau de bord. Ça revient vraiment autour et sur le conducteur. Donc c'est relativement sympa. La planche de bord est assez profonde. On se croirait presque dans un petit monospace. Tout ça, c'est assez agréable. Et puis de nuit, l'ambiance est très sympa. Alors les rétroéclairages là ici, tout ça sont vert clair à peu près, vert très pâle, hein, voilà. Et par contre on a un rétroéclairage vraiment du compteur qui est ici, qui est très joli, en bleu et rouge, en LED bleu et rouge, avec un effet de 3 dimensions pour le plan qui est ici, avec les jauges qui sont sur un certain plan, le contour qui est sur un second plan et les informations qui flottent sur un troisième plan. C'est super joli. Et c'est même un peu étonnant au début parce qu'on se dit putain mais je vois de la 3D, j'ai pas de lunettes et tout. Enfin on recligne des yeux, c'est assez intéressant. Et puis la nuit, eh ben on a un 4e plan avec le contour en affichage tête haute qui est au pied de la route, quoi. Donc c'est très sympa, c'est super fiable et l'ambiance est très sympa, ouais, c'est agréable. Au niveau du confort, bon bah j'en ai parlé brièvement déjà. On sait que les sièges, voilà, sont plutôt enveloppants. Au niveau du dossier, il n'y a pas de problème. L'équilibre est parfait. Moi je trouve que ça c'est un équilibre qui est parfait. C'est pas super moelleux comme par exemple du Citroën ou autre, ça c'est clair. Mais voilà, on n'est pas dans du... C'est pas trop ferme, ça ressemble quand même à l'assise des Allemandes. C'est pas trop ferme. Pour avoir fait plusieurs milliers de kilomètres, voilà, je veux dire, d'une traite et tout ça, on n'a pas du tout mal au dos, ni aux fesses ou quoi que ce soit. Voilà, franchement, l'équilibre est bon. L'équilibre est très bon. Après, attention, qu'est-ce que tu me fais, toi? Pourquoi tu t'arrêtes là? Après, il faut associer à ça la suspension. Donc là, au niveau de la suspension, on a quelque chose qui est très équilibré. La Civic de 8e génération, on est vraiment sur un châssis typé sport, hein. Je ne dis pas que c'est un châssis sport, mais on est typé sport. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui est ferme quand même. Voilà. Qui est assez ferme, qui est très précis. Très précis, mais voilà, je veux dire, bon, les rues pavées, tout ça, c'est sec quand même, c'est un peu sec. Maintenant, en soi, c'est pas inconfortable. Au niveau, dans la conduite, s'il y a une petite critique à faire, une critique qui, pour moi, voilà, serait quelque chose que je souligne, qui n'est pas forcément une critique, hein, faut pas, c'est mon point de vue, hein. Voilà. Moi je trouve que le freinage aurait pu être un peu plus mordant, voilà. Un peu plus de, comment dire,
résistance, ouais, et de mordant à la pédale de frein, ça aurait été sympa. Parce que la voiture en elle-même, elle est joueuse, elle a un bon moteur qui est plutôt performant et économique. Enfin, le compromis est parfait. Voilà. La sonorité est plutôt agréable. La direction et la boîte sont incroyables. On parle beaucoup de la précision de conduite de Peugeot. Voilà. Mais là, le châssis est, comme je viens de dire, assez typé sport, etc., assez rigide. Il n'y a quasi pas de roulis. Et la direction, là on est sur le petit volant. Vous savez que Peugeot a autant vendu au lancement de l'avant-dernière 308 et tout ça là, pour les sensations, etc. Ben, là en 2006 dans la Civic ça existait déjà, hein. Le volant est petit, il donne énormément de sensations, il est super précis, il est super incisif, précis. Le cuir est de bonne qualité aussi, la prise en main est nickel. La boîte de vitesse, bon bah ça se manipule. Enfin voilà, le guidage est toujours nickel. Elle est rapide et le guidage est parfait. C'est impeccable. Voilà, c'est impeccable. Mais alors du coup, à la limite, il y a juste les freins qui manquent un petit peu d'attention sur les freins. Ça aurait été pas mal. Le moteur en lui-même est très souple à bas régime et toujours volontaire dans les tours. Voilà. Là, vous voyez, sur une voie d'accélération, là je suis en 3e, hein, donc évidemment c'est un atmosphérique, on attend que ça monte. Voilà. Et voilà. Et là on sent que les rapports sont longs. On va sans problème chercher les 7000 tours. La voiture a vraiment une grande plage d'utilisation. On conduit très agréablement à bas régime, à moins de 4000 tours. C'est très agréable. La voiture répond voilà, sur une petite pression sur l'accélérateur et la voiture décolle tout de suite. C'est très doux et plutôt silencieux. Et en montant dans les tours, voilà, je veux dire, là, il n'y a pas de creux perceptible. Voilà. On utilise vraiment toute la plage d'utilisation jusqu'à la zone rouge. Voilà. Donc là, vous voyez, là, bon, alors on est en 2e, mais il faut attendre un petit peu, mais là, passé 3000, on sent que oui, là, ça y est, ça se met à pousser. Alors attention, on est sur un atmosphérique 1,8 litre, il n'y a pas non plus de coup de pied aux fesses. Voilà. Alors, il me reste un point à préciser suite à vos différents commentaires, hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à participer à la chaîne et puis à me donner votre point de vue et vos conseils. Donc moi j'essaye, je prends tout et je m'enrichis de tout ça, et puis j'essaye de modifier certaines choses pour vous rendre le visionnage plus agréable. Donc vous m'avez parlé de donner quelques informations au niveau de la fiabilité. Donc globalement sur cette voiture, sur la Civic en 1,8 litre, il n'y a pas de défaut particulier au niveau de la motorisation en elle-même. Elle ne consomme pas d'huile, c'est un moteur à chaîne. Du moment que les entretiens sont respectés, il n'y a rien de particulier. À faire attention, si vous êtes plus du coup penché sur le diesel, il faut faire attention à l'embrayage, voilà, qui a tendance à s'abîmer, à s'user assez vite. Voilà. Et le couple sur le diesel, 340 Nm, il est assez important. Et en plus sur la version diesel, l'effet turbo à 2000 tours, c'est vraiment coup de pied au cul, hein. C'est du on-off, hein. Donc avec les 340 Nm de couple, effectivement
l'embrayage peut s'abîmer un petit peu plus. Donc ça, il faut faire attention, mais ça, c'est sur le diesel plutôt. Il y a quand même quelques points qu'il faut savoir de vieillissement plus en fait que de défauts réellement. Il y a... je vais me mettre là. Hop, voilà. Alors, il y a en fait l'écran qui est ici, qui a tendance à perdre son affichage. Voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran qui est derrière, c'est pas en soi à changer forcément, mais il faut démonter. Ce sont des soudures. Vous avez toute une ligne de soudures. Les premières soudures sont mal faites. Il faut rajouter de l'étain, il faut les reprendre, etc., etc. Et voilà. Et après, voilà, le problème est rectifié. Il y a une faiblesse aussi sur le rétroviseur, le rabattage, ouais, on peut dire ça, je pense, le rabattage électrique du rétroviseur de droite, qui est plus faible que celui de gauche. Donc voilà, c'est le relais apparemment. Donc ça, il faut savoir. Ça fonctionne, mais on voit que le moteur peine un peu, etc. Voilà, donc en soi, il n'y a rien de grave. Au niveau du mobilier, tout ça, il y a rien de particulier à dire. Voilà, les assemblages comme toujours chez Honda sont pas forcément, voilà, vous n'avez aucun plastique moussé dans la voiture, rien du tout, c'est que du plastique dur, mais voilà, par contre c'est assemblé de manière très très costaud. Il n'y a aucun bruit de plastique quand vous prenez une roue pavée ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très très bien assemblé, il n'y a pas de problème là-dessus. Concernant justement les plastiques, il y a beaucoup de critiques de propriétaires qui regrettent en fait ce côté un peu piano, laqué noir, un peu piano noir, parce que ça se raye facilement, très facilement, et puis en fait ça attire la poussière tout le temps, quoi. Après, donc là c'est dans la première version, 2006, 2007, etc. Après il y a eu d'autres finitions de cette partie-là en carbone. Façon carbone, voilà, façon carbone et en gris un peu texturé, etc. Voilà. Donc il y a eu d'autres déclinaisons pour l'entretien et puis la longévité. Un autre point qui est à vérifier également, à faire attention si vous souhaitez acheter ce type de véhicule, c'est à bien vérifier les joints arrière, de la lunette arrière et des feux arrière, parce que il y a surtout les voitures qui passent leur temps dehors, etc., il y a en fait des infiltrations sur le toit, des infiltrations d'eau qui finissent par passer par les joints, en fait, les joints de glace arrière, de vitres et de feu, et en fait vous retrouvez de l'humidité dans le sous-coffre, dans le fond du sous-coffre. Des fois vous avez le sentiment qu'il y a une flaque d'eau ici, et ça vient par les joints. Voilà. Donc ça c'est à faire très attention et à bien nettoyer quand vous la lavez. Voilà, faire attention à bien insister sur les joints, etc. Et puis après un autre point, donc vous voyez là jusque là mécaniquement il n'y a rien à relever, hein. Il n'y a pas de problème, les trains roulants, les suspensions, il n'y a pas de claquement particulier, il n'y a pas de rotule, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de bougie, il n'y a pas de bobine ou quoi que ce soit, il y a rien de tout ça. Voilà, vous n'avez pas le lecteur CD qui va claquer, l'affichage qui déconne ou quoi que ce soit. Ça, le seul truc là, c'est la soudure qui est là, mais c'est tout. Après, le point que je signale quand même pour ceux qui seraient futurs nouveaux propriétaires d'une Honda, la peinture de manière générale chez Honda est voilà, reprochée qu'elle est fragile. Et c'est vrai qu'elle est fine. Le vernis sont assez fins et la peinture est assez fragile. Donc, voilà, évitez complètement tout de suite les rouleaux. Parce que là, les rouleaux sur une peinture aussi fine, ça fait quand même pas mal de micro-rayures. Donc voilà, évitez plutôt, si vous avez l'opportunité de faire du lavage à la main, seau, éponge, tout ça, c'est largement préférable. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.